En 1968, un psychologue hongrois nommé Laszlo Polgár a décidé de faire quelque chose que tout le monde autour de lui considérait comme de la folie. Avant même d'avoir des enfants, il a écrit un livre intitulé « Élever un génie ». Il affirmait qu'avec la bonne méthode, n'importe quel enfant pouvait être élevé au niveau du génie dans n'importe quel domaine. Que le génie n'était pas une affaire de naissance, que c'était une affaire d'entraînement. Personne ne l'a cru. Il a eu 3 filles, Suzanne, Sophia et Judith. Et il les a élevées exactement selon sa méthode. Une immersion intense, délibérée, structurée dans les échecs dès leur plus jeune âge. Suzanne est devenue la première femme grand maître d'échecs de l'histoire. Sophia est devenue grand maître international. Et Judith Polgár, est devenue à 15 ans et 5 mois le plus jeune grand maître de l'histoire, battant le record de Bobby Fischer. 3 génies. Une même famille, une même méthode. Coïncidence? Non. Preuve. Le mythe du QI figé, ce que la science dit vraiment. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la psychologie et les neurosciences partageaient une conviction qui semblait indiscutable. L'intelligence, le QI, était en grande partie déterminée à la naissance. C'était une question de génétique. Certains avaient plus, certains avaient moins. Et cette hiérarchie, cette loterie neuronale, était globalement fixe. Tu naissais intelligent ou tu ne l'étais pas. Cette conviction a eu des conséquences dévastatrices dans les salles de classe du monde entier. Des millions d'enfants étiquetés pas doués, pas faits pour les études, plus manuels qu'intellectuels, et dont l'étiquette a fonctionné comme une prophétie autoréalisatrice. Puis, les neurosciences ont découvert quelque chose qui a bouleversé ce consensus: la neuroplasticité. Le cerveau humain, à tout âge, même adulte, même âgé, est capable de construire de nouvelles connexions neuronales, de renforcer des circuits existants, de réorganiser son architecture en réponse à de nouvelles expériences et de nouveaux défis. Le cerveau n'est pas du marbre, c'est de l'argile. Les études sur les chauffeurs de taxi londoniens, dont les hippocampes, zones cérébrales liées à la navigation spatiale, sont mesurées avant et après leur formation, montrent une croissance mesurable de cette zone après des années de pratique intensive. Les études sur les musiciens professionnels montrent que les zones corticales associées aux doigts sont significativement plus développées que chez les non-musiciens et que cette différence n'est pas génétique, elle est le résultat de milliers d'heures de pratique. Et les études de Carol Dweck, psychologue à Stanford, dont les travaux sur le growth mindset ont révolutionné la psychologie de l'apprentissage, montrent que les enfants qu'on félicite pour leur effort progressent de façon significativement plus rapide que ceux qu'on félicite pour leur intelligence. Parce que quand on te dit « tu es intelligent », tu crois que l'intelligence est un état fixe à préserver. Tu évites les défis pour peur de le perdre. Quand on te dit « tu as travaillé dur », tu comprends que l'intelligence est un processus. Tu cherches les défis comme des opportunités de progresser. Épictète, qui avait compris 2000 ans avant Dweck que ce qu'on pense de soi détermine ce qu'on devient, enseignait à ses étudiants avec une clarté qui résonne encore. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils ont sur les événements. Et l'opinion qu'on a de ses propres capacités est l'une des plus puissantes et des plus modifiables. L'opinion qu'on a de ses propres capacités est l'une des plus modifiables. Ce que les génies font différemment, pas ce qu'on croit. L'étude la plus importante jamais menée sur les esprits exceptionnels a été réalisée par Anders Ericsson, psychologue à l'Université de Floride. Il a passé des décennies à étudier des virtuoses dans des domaines aussi variés que la musique, les échecs, le sport, la chirurgie et les mathématiques. Et ses conclusions ont été à la fois surprenantes et libératrices. La différence entre un expert de niveau mondial et un pratiquant ordinaire n'est pas principalement une question de talent inné. C'est une question de type de pratique. Plus précisément, ce qu'Ericsson a appelé la pratique délibérée, une forme de pratique radicalement différente de la répétition ordinaire. La répétition ordinaire, c'est faire la même chose encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. C'est confortable, c'est familier, et c'est inefficace pour progresser au-delà d'un certain seuil. La pratique délibérée, c'est autre chose. C'est travailler systématiquement à la limite de ses capacités actuelles. C'est identifier précisément ce qui ne fonctionne pas. C'est sortir de la zone de confort de façon ciblée, répétée, avec un feedback immédiat et des corrections constantes.
C'est douloureux, c'est difficile, c'est souvent peu gratifiant dans l'instant. Et c'est exactement ce que les génies font que les autres ne font pas. Mozart ne jouait pas, il pratiquait de façon obsessionnelle dès l'âge de 3 ans sous la direction exigeante de son père. Ses premières compositions, que nous considérons comme des génialités pures, étaient en réalité des compilations et variations de pièces existantes, le fruit d'un entraînement intense, pas d'une inspiration magique. Einstein ne rêvait pas, il menait des expériences de pensée, une forme de pratique mentale délibérée où il se projetait dans des scénarios physiques complexes et les explorait avec une rigueur qui ressemblait davantage à de l'entraînement mental qu'à de l'inspiration. Et Marc Aurèle, empereur de Rome, philosophe, général, pratiquait chaque soir une forme de pratique délibérée de l'esprit. Ses pensées ne sont pas un journal, ce sont des exercices, des répétitions, des corrections de soi-même, une pratique délibérée de la sagesse. Commence par les choses les plus difficiles. Résiste là où tu résistes le moins. Travaille ta faiblesse, pas ta force. C'est dans la résistance que l'esprit se forge. Les 3 mensonges sur le génie que tout le monde croit. Il y a 3 mensonges précis sur le génie que notre culture perpétue et qui empêchent la majorité des gens de développer leur plein potentiel intellectuel. Premier mensonge. Le génie arrive sans effort. La culture populaire nous présente le génie comme quelque chose qui jaillit naturellement, l'éclair d'inspiration, la vision soudaine, le talent qui s'exprime sans friction. C'est une construction narrative, une histoire simplifiée pour rendre le génie plus romanesque. La réalité est que derrière chaque apparente facilité se cachent des milliers d'heures de travail que personne ne voit. Newton qui découvre la gravité en voyant une pomme tomber après des années de travail mathématique intense. Picasso dont les tableaux semblent surgir d'une improvisation après avoir rempli des milliers de carnets d'esquisses depuis l'enfance. Deuxième mensonge. Le génie est solitaire. L'image du génie solitaire, travaillant seul dans son grenier, incompris de ses contemporains, brillant dans son isolement, est l'un des mythes les plus persistants et les plus faux de l'histoire intellectuelle. La quasi-totalité des génies historiques ont évolué dans des réseaux denses d'autres esprits stimulants. Darwin correspondait avec des centaines de naturalistes. Einstein avait son cercle de l'Académie olympique. Les philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote, se nourrissaient mutuellement. L'intelligence se développe dans le frottement avec d'autres intelligences. Troisième mensonge. Le génie n'a pas besoin de structure. On imagine le génie comme quelqu'un qui transgresse les règles, qui ignore les conventions, qui crée dans le désordre et l'impulsivité. Encore faux. Les études sur les esprits les plus productifs de l'histoire révèlent une discipline structurelle remarquable. Des routines précises, des rituels de travail, une gestion rigoureuse du temps et de l'attention. Darwin se levait à 7 heures, travaillait de 8 heures à 9h30, marchait, travaillait de 10h30 à 12h, immuablement, chaque jour. Sénèque écrivait à Lucilius avec une insistance qui ressemble presque à de l'obsession sur ce sujet. Divide ergo vitam tuam, quantum negociis, quantum otio des. Divise ta vie, autant pour le travail, autant pour le repos. La structure n'est pas l'ennemi de la créativité, c'est son fondation. Avant de passer à la partie 2, une question honnête. Combien d'heures par semaine passes-tu à entraîner délibérément ton esprit? Pas à consommer des vidéos, des podcasts, des articles. Consommer de l'information n'entraîne pas l'esprit, ça le nourrit passivement. Entraîner délibérément, résoudre des problèmes difficiles, apprendre quelque chose qui résiste, écrire des idées complexes avec tes propres mots, remettre en question tes propres certitudes. Si la réponse est peu ou pas, alors ta réponse explique pourquoi ton esprit n'est pas encore là où tu voudrais qu'il soit. Et dans la partie 2, je vais te donner les méthodes précises que les esprits les plus développés de l'histoire ont utilisées pour entraîner leur esprit. Des méthodes que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui. Il y a une phrase d'Épictète que j'ai relue des dizaines de fois. Elle est dans le manuel, première ligne, avant même qu'il commence à parler de philosophie. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, cherche plutôt à devenir le genre de personne pour qui les événements, quels qu'ils soient, sont gérables. Devenir le genre de personne.
Ce n'est pas une question de circonstances, ce n'est pas une question de QI de départ, ce n'est pas une question de talent inné. C'est une question de qui tu décides de devenir et comment tu travailles pour le devenir. Les méthodes que je vais te donner dans cette partie 2 sont précisément ça, des chemins pour devenir le genre de personne dont l'esprit est entraîné, affûté, capable de fonctionner à un niveau que tu ne te crois peut-être pas encore capable d'atteindre. Méthode 1. Penser par écrit. La première méthode des esprits exceptionnels est la plus simple et la plus sous-utilisée. Écrire pour penser, pas pour communiquer. Il y a une différence fondamentale entre penser dans sa tête et penser sur papier. Quand tu penses dans ta tête, ton cerveau suit le chemin de moindre résistance. Il passe d'une idée à l'autre par association libre, il évite les contradictions inconfortables, il simplifie les complexités, il arrive à des conclusions déjà familières. Quand tu penses sur papier, tu es forcé de formuler, de préciser, d'articuler. Et cette articulation révèle les zones floues de ta pensée, les endroits où tu croyais comprendre mais où tu ne comprenais pas vraiment. Les plus grands esprits de l'histoire étaient des écrivains compulsifs, pas pour la publication, mais pour eux-mêmes. Darwin remplissait des carnets d'observations et de questions. Einstein écrivait des expériences de pensée en détail. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même des exercices philosophiques quotidiens. C'est ce que sont ses pensées. Comment pratiquer cette méthode ? Chaque jour, prends 10 à 15 minutes pour écrire. Pas pour résumer ce que tu as lu, mais pour penser à travers un problème, une question, une idée. Quelque chose qui résiste, quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Pose-toi une question difficile, écris ta réponse, puis pose-toi la question « Est-ce que c'est vraiment ce que je pense ?» et continue. Cette pratique, régulière, quotidienne, sans objectif de performance, développe quelque chose que les neurosciences appellent la métacognition. La capacité à observer et à corriger sa propre pensée. Et la métacognition est l'un des meilleurs prédicteurs de l'intelligence pratique. Marc Aurèle l'avait compris avant les neurosciences. Retire-toi souvent en toi-même et là, examine. Examine, pas consomme, examine. Méthode 2. Utiliser la contrainte comme catalyseur. Voici quelque chose de contre-intuitif que la psychologie de la créativité a documenté avec une régularité surprenante. La contrainte ne limite pas la pensée, elle la stimule. Quand tu as toutes les ressources, tout le temps, toutes les libertés, ton cerveau prend le chemin le plus confortable, il fait ce qu'il sait déjà faire, il reproduit des patterns familiers. Quand tu as une contrainte, un temps limité, une ressource rare, une règle inhabituelle, ton cerveau est forcé d'explorer des territoires qu'il n'aurait pas explorés autrement. Dr Seuss a écrit The Cat in the Hat sur un défi, utilisé seulement 225 mots différents. La contrainte a produit un chef-d'œuvre. Shakespeare écrivait en iambique pentamètre, une structure poétique rigide. La contrainte formelle libérait sa créativité plutôt que de la restreindre. Et Épictète, dont l'existence entière comme esclave était une contrainte absolue, avait développé une philosophie de la liberté intérieure précisément parce que les contraintes extérieures ne lui laissaient pas d'autre espace. Comment pratiquer cette méthode ? Impose-toi des contraintes délibérées dans tes domaines de travail et de réflexion. Explique une idée complexe en moins de 100 mots. Résous un problème habituel avec la moitié de tes ressources habituelles. Apprends quelque chose de nouveau en une semaine au lieu d'un mois. Écris un argument en faveur d'une position que tu ne partages pas. Ces contraintes délibérées ne te limitent pas, elles révèlent des capacités que tu ne savais pas avoir. Sénèque formulait ce principe avec sa précision habituelle. Per aspera ad astra, par les chemins difficiles vers les étoiles. Pas malgré la difficulté, par la difficulté. C'est la direction qui change tout. Méthode 3. Lire comme un prédateur, pas comme un touriste. La plupart des gens lisent de la même façon qu'ils regardent un paysage depuis une voiture. Les informations défilent, certaines sont agréables, certaines sont intéressantes, mais au bout du voyage, ce qui reste est flou, fragmentaire, déjà à moitié oublié. Les esprits exceptionnels lisent différemment. Ils lisent comme des prédateurs, avec une intention précise, avec une question en tête avant d'ouvrir le livre, avec un crayon qui souligne, commente, remet en question, connecte à d'autres idées. Ils ne lisent pas pour avoir lu. Ils lisent pour penser mieux.
Cette différence de posture produit des résultats radicalement différents, pas en termes de quantité d'informations absorbées, mais en termes de qualité de la compréhension et de la rétention. Les recherches en sciences cognitives ont confirmé ce que les grands lecteurs savaient intuitivement depuis longtemps. La mémoire et la compréhension ne sont pas des fonctions passives de l'enregistrement, ce sont des fonctions actives de la reconstruction. Ce que tu comprends vraiment, c'est ce que tu as reconstruit, reformulé, connecté, questionné, appliqué. Sénèque avait formulé cette vérité dans une de ses lettres les plus importantes à Lucilius. Eligai take quosin nos demitas et habeamus in animis nostris. Choisis ceux que tu laisses entrer en toi et garde-les dans ton âme. Et un peu plus loin, non refert quam multus librus abes, sed quam bonus. Peu importe combien de livres tu possèdes, ce qui compte, c'est leur qualité et la qualité de ta relation à eux. Comment pratiquer cette méthode ? Avant d'ouvrir un livre, pose-toi une question précise à laquelle tu veux que ce livre réponde. Lis avec cette question en tête, surligne ce qui y répond ou ce qui la complique. Après chaque chapitre, ferme le livre et écris en 3 phrases ce que tu viens de comprendre avec tes propres mots. Cette pratique transforme la lecture d'une activité passive en un entraînement actif de l'esprit. Méthode 4. L'enseignement comme apprentissage. Richard Feynman, physicien prix Nobel, considéré comme un des esprits les plus clairs du XXe siècle, avait une technique qu'il appelait simplement la technique Feynman. Prends un concept que tu veux comprendre. Explique-le comme si tu devais l'enseigner à un enfant de 10 ans. Pas avec le jargon, pas avec les raccourcis intellectuels, avec des mots simples, des analogies concrètes, une logique que quelqu'un sans formation dans le domaine pourrait suivre. Et là où tu bloques, là où tu ne peux pas simplifier, là où tu cherches tes mots, là où l'explication devient vague, ce sont précisément les zones où tu ne comprends pas encore vraiment. Enseigner force une clarté que simplement apprendre ne produit pas. Épictète enseignait depuis une position d'humilité totale. Il ne prétendait pas posséder la sagesse, il prétendait être sur le chemin. Et cette posture, celle de quelqu'un qui enseigne ce qu'il est en train d'apprendre, est précisément ce qui rendait son enseignement si puissant. Seul l'homme qui n'a pas peur de montrer son ignorance peut vraiment apprendre, parce que montrer son ignorance, c'est nommer ce qu'il faut encore comprendre. Méthode 5. Le repos comme outil d'intelligence. La 5e méthode est celle que presque personne ne pratique consciemment, parce qu'elle ressemble à de la paresse. Les neurosciences ont identifié ce qu'elles appellent le Default Mode Network, le réseau par défaut du cerveau. Ce réseau s'active quand tu ne fais rien, quand tu te promènes sans destination, quand tu prends une douche, quand tu regardes par la fenêtre. Et ce réseau qui s'active dans le rien, est l'un des plus actifs du cerveau. C'est là que se font les connexions entre des idées disparates. C'est là que s'assemblent les puzzles que la pensée consciente n'avait pas encore résolus. C'est là que naissent les intuitions profondes. La majorité des grandes découvertes scientifiques et des grandes créations artistiques ont été décrites par leurs auteurs comme arrivant dans des moments de repos, pas dans des moments de travail intense. Darwin marchait, Einstein jouait du violon, Beethoven se promenait dans la campagne. Ce n'était pas de la procrastination, c'était une méthode. Marc Aurèle l'avait intégré dans sa pratique quotidienne sous la forme que les stoïciens appelaient l'oisiveté active, ces moments de retrait délibéré de l'agitation du monde pour laisser l'esprit se reposer et se renouveler. Accorde-toi cette retraite et renouvelle-toi, et que ces retraites soient brèves et complètes. Brèves et complètes, pas longues et superficielles, brèves et complètes. L'esprit que tu mérites d'avoir. Je veux finir avec quelque chose de simple. Ton QI n'est pas ton plafond. C'est ton point de départ. Et entre le point de départ et le plafond, entre qui tu es aujourd'hui et qui tu peux devenir, il y a exactement ça, la qualité de ta pratique quotidienne. Pas les gènes, pas la chance, pas les circonstances. La pratique. Les Polgar n'ont pas élevé 3 génies des échecs. Elles ont élevé 3 filles qui ont pratiqué de façon délibérée, intensive, structurée, depuis leur plus jeune âge. Les stoïciens n'étaient pas des génies nés, c'étaient des praticiens, des hommes qui s'entraînaient chaque jour par l'écriture, par la lecture, par l'enseignement, par la contemplation, à affiner leur esprit, comme d'autres affûtaient une lame. Et cette pratique, cette discipline quotidienne, silencieuse, sans spectacle, produisait des esprits capables de voir plus loin, de penser plus clairement, de vivre plus sagement.
Sénèque, dans l'une de ses dernières lettres, résumait tout ce que nous avons dit aujourd'hui en quelques mots qui traversent 2000 ans. Ita fac mi Luciliu. Fais ainsi, mon cher Lucilius, reprends possession de toi-même. Ton esprit t'appartient. Il est modifiable, il est entraînable, il est capable de bien plus que ce qu'on t'a dit. La seule question est-ce que tu vas commencer aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires, quelle est la méthode que tu vas commencer à pratiquer dès maintenant? Je lis tout. À très bientôt.